Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Aujourd'hui, épisode 50. Épisode 50 est un film réalisé en 2011 par Joe et Teresa Smalley. Frères et sœurs, mari et femme, je n'en sais rien, à vrai dire, on s'en fout complètement. Dans la lignée de Grave Encounters, le film décide de suivre une équipe de recherche sur le paranormal en expédition dans un des lieux réputés les plus hantés des États-Unis. Et ce film est une merde. Une minute. Quoi? Le but de ces critiques, c'est pas d'aller contre l'avis général du monde? Parce qu'il a des critiques absolument pourries sur absolument tous les sites, de la part des spectateurs comme des critiques. Oui, d'accord, alors, on va dire qu'en fait le principe c'est surtout de dire que j'ai raison. Après, les gens peuvent être majoritairement de mon avis. Excuse-moi, mais enfin pour ta première vraie critique, faire ça sur un film direct ou DVD complètement pourri dont tout le monde s'accorde à dire que c'est une merde, ça me paraît quand même un peu léger. Oui, le film à 3 sur 10, c'est quand même beaucoup trop, d'accord? Cette explication me convient. Ce film est une merde donc, et ce pour deux raisons principales. La première est une méconnaissance totale de son sujet d'origine, et la deuxième est des effets spéciaux totalement ratés malgré un budget de 1 340 000 $. Commençons par la méconnaissance du sujet. Peut-être êtes-vous déjà tombé sur une obscure chaîne de la TNT sur les soirées du paranormal, qui sont généralement composées de plusieurs reportages achetés à bas coût sur des chaînes américaines, redoublés vite fait en français, et dont les transitions sont effectuées par des animateurs-trices en perte de vitesse. Mais vous n'êtes peut-être jamais tombé sur une vraie émission de paranormal. L'année dernière est sorti donc Grave Encounters, un film qui reprenait le concept de Ghost Adventures, une émission où tous les enquêteurs sont des copies du personnage de Micah dans Paranormal Activity, des gros cons au QI de footballeurs qui viennent gronder et titiller les esprits. Cette émission n'est vraiment pas intéressante car elle pue le scénario à plein nez et fait toujours le même coup à tous les épisodes. Pendant la nuit, l'investigateur marche dans le noir, se retourne, indique quelque chose au caméraman qui se retourne également, mais trop lentement pour filmer quoi que ce soit. Mais le film était très sympa. Ma petite préférée est plutôt Fact or Faked. Une équipe de 6 enquêteurs sélectionne une vidéo ou une photo et passe l'émission à démontrer comment elles ont pu être truquées, comment un événement naturel a pu être confondu avec un événement surnaturel, mais peut aussi ne trouver aucune explication. Ils passent souvent une nuit d'enquête dans laquelle ils installent une demi-douzaine de caméras pour avoir une chance de capter quelque chose. Et manifestement, nos deux auteurs n'ont jamais regardé une émission de ce genre. En fait, pour moi, ce film ressemblerait presque à une production Asylum. Asylum, c'est une société de production qui réalise des copies cheap et au rabais de gros films qui sont sortis au cinéma, par exemple Transmorphers à la place de Transformers, et pour moi, ça sent un petit peu ça. Épisode 50, ce serait la version Asylum de Grave Encounters. L'un des films a été réalisé en réfléchissant, intelligemment, et l'autre non. Le film commence avec un faux générique télé qui ferait purement et simplement renvoyer n'importe quelle personne qui aurait osé demander de l'argent pour avoir réalisé ce truc sur Windows Movie Maker ou iMovie selon votre camp. Et voilà déjà un problème. Ce que nous voyons ici est supposé être l'une des caméras de surveillance, et juste techniquement, il y a un gros truc qui ne va pas. Elles ont une profondeur de champ de 2,50 m. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la profondeur de champ définit la zone de netteté offerte par l'appareil. Une faible profondeur de champ va faire une belle image où vous allez bien découper l'élément sur lequel vous faites votre point. Mais dans une caméra de sécurité, le principe c'est que tout soit net! Quel est l'intérêt de mettre une caméra de sécurité si tout ce qui passe à 3 mètres de la caméra est flou? C'est le b.a.-ba de la technique de surveillance, c'est totalement incohérent, ce sont les 3 premiers plans du film et déjà c'est complètement débile. Regardez ce plan! Elle filme quoi cette caméra, le lac ou la porte d'entrée? 50% de l'image est le reflet du reste, qu'est-ce que ça doit surveiller? Le principe voudrait que l'image commence sur la terrasse et filme la fenêtre et les étages, pas une flaque d'eau. Et les 2 plans suivants sont juste ridicules. Cette caméra 8 est dirigée à nouveau vers la terrasse de l'entrée, ce qui est inutile et gâche une caméra pour filmer un même endroit avec un champ de vision obstrué par un mur. Mais pire encore! Non mais, elle filme quoi, la caméra 13? Regardez ça, si je gomme la poufiasse de l'image, on ne voit que du noir. Et le champ de vision est beaucoup trop réduit, il fait à peine 45 degrés. Et il est flou. Putain, on a 3 plans et c'est déjà n'importe quoi. Walter et Mary ici présents sont les propriétaires d'une maison qu'ils pensent hantée. Ils ont fait appel à une émission de paranormal, et ceci est la nuit d'enquête qui doit prouver la présence des fantômes. Là aussi, un gros problème, le principe veut que ce soit l'équipe du film qui enquête, pas les victimes, justement pour que le spectateur estime que ce qu'on lui propose a été capté par une équipe de personnes neutres. Je soulève ça parce que dans le reste du film, c'est bien l'équipe qui enquête. S'ils avaient déjà été là, on aurait évité ça. Outre l'aspect extrêmement comique de la scène, quel gogol pourrait penser atteindre un esprit avec un marteau? Et l'équipe d'investigation, elle a pas eu la présence d'esprit de leur dire que le marteau servirait à rien? Je sais pas, un crucifix ou une amulette, mais pas un marteau. Non. D'accord. Ok. Non, je sais qu'ils l'ont fait exprès pour le côté comique de la scène, en fait. On nous présente ici nos 2 personnages principaux, Jack et Damon. Ce sont les leaders de l'équipe d'enquête de PI, Paranormal Investigators.
Leur 49e émission se passe chez Walter et Mary qui ont déjà eu affaire à une équipe d'investigation. Ce sont d'ailleurs les images que l'on vient de voir. On va savoir comment ils ont eu l'autorisation de les diffuser. Jack et Damon expliquent par cette interview que l'équipe précédente, celle de l'ASSC, qui est venue dans la maison, est une bande de crétins qui viennent dans une maison pour prouver qu'elle est hantée et enquêtent sur le surnaturel, là où les équipes de PI reviennent enquêter sur les lieux pour mener leur propre enquête avec à l'esprit de prouver que tout a une explication logique. Donc, prouver que les premiers avaient tort. C'est un peu comme si quelqu'un créait sa propre page de critique pour recritiquer tout ce que je critique après moi. Ils expliquent que eux enquêtent sur le paranormal, c'est-à-dire ce qui n'a pas encore été expliqué scientifiquement. Yeah, see, so any evidence that we collect that we can't debunk or explain away, we just use to convince real scientists to accept paranormal as a legit field of study. Right. Ils interrogent les occupants de la maison sur les expériences paranormales et passent donc une soirée à enquêter, et c'est bleu! Ok, je suis un gros fan de Paranormal Activity, et Paranormal Activity a marqué les esprits par ces images bleutées. Mais même moi, je dois admettre que c'est pas la bonne couleur. Le mode vision nocturne sur les caméras provoque une lumière qui est reçue par le capteur donne une teinte verte aux images. C'est tellement vrai que les émissions d'enquête utilisent l'expression passer au vert ou go green pour lancer le début des investigations nocturnes. Parce que l'image devient verte, pas bleue. Au cours de leur enquête, Andy et José, deux autres membres de PI, sont montrés en train de relever des perturbations électromagnétiques et des changements de température un peu partout dans la maison, entendre des bruits, se rendre malade, etc., et sont interrompus par un morceau d'interview de Walter. Là encore, contradiction totale avec les codes d'une vraie émission d'investigation. Le passage d'investigation, c'est le passage pour se faire peur. On l'interrompt pas avec une interview bien éclairée qui vient casser toute l'ambiance. Jack et Damon, eux, sont dans la cave et suivent les indications de leur moniteur. Et admirez un instant le design sonore du film. Mais vous avez entendu le bruit que fait ce truc quand il s'éteint? On dirait plus un gadget de Star Trek qu'un caméscope. Après que Jack se soit pris un coup de jus qui aurait dû l'envoyer à l'hosto, il commence le compte rendu de l'enquête. Il explique à Walter et Mary que les détecteurs de mouvement se mettaient en marche à cause de souris et autres rongeurs qui occupent la cave. Il explique aussi que les différentes visions et vertiges étaient causés par les pots de peinture que Walter avait entassés dans la cave, du Herpinquo avec tous ses pots et la grotte de Lascaux, dont les vapeurs s'échappaient par les conduits de ventilation de la maison et causaient ces malaises. Et je dis bullshit. D'une, parce que tous ces pots sont manifestement parfaitement fermés et aucune vapeur ne pourrait s'en échapper, et de deux, parce que même si de la vapeur s'en échappait, elle serait jamais assez importante, elle se dissiperait trop vite pour provoquer de telles réactions. Si ces 20 malheureux pots de peinture peuvent provoquer des hallucinations pareilles et faire tomber les gens dans les pommes, vous imaginez Valérie Damido? Elle doit voir des morts vivants constamment et tomber dans les pommes 20 fois par prime. Et pour finir, l'installation électrique achevait de les rendre tarés. Là encore, j'ai un problème parce que on regarde pas ces émissions pour avoir des explications à chaque fois. Je veux dire, bien sûr, quand le truc est manifestement faux, on veut voir la façon de prouver que c'est faux. Mais on a envie d'y croire quand on regarde ce genre d'émission. On a envie d'essayer d'imaginer que c'est possible. Je pense pas que je voudrais regarder une émission qui va me dire constamment que si j'avais pas fumé un joint, j'aurais pas vu 20 éléphants bleus danser sur mon édredon, quoi. C'est un peu déprimant. On a envie d'imaginer que quelque chose peut exister. Et une émission qui serait aussi pessimiste que ça, je pense pas qu'elle trouverait vraiment son public. Après cette introduction qui nous a présenté les personnages et le principe de l'émission, nous voilà en extérieur avec l'équipe qui apprend qu'elle est appelée par un milliardaire excentrique pour enquêter sur quelque chose de gros. S'ils viennent de recevoir le coup de fil et qu'ils sont pas encore en train de faire une émission, pourquoi ils filment? Je veux dire, c'est pas comme si c'était essentiel de voir cette scène. Elle sert à rien, alors pourquoi gâcher le semblant de crédibilité de ce film avec ça? La joie, mesdames et messieurs! Admirez ce jeu d'acteur! S'ensuit une scène où 7 hommes, riches et puissants mais sortant juste de prison avec un espèce de Uber cancer du pancréas, leur confient la mission d'enquêter sur l'asile psychiatrique de Virginie occidentale, réputé pour être l'endroit le plus hanté des États-Unis. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien parce que monsieur a tellement fait d'excès qu'il veut être sûr que l'enfer n'existe pas avant de mourir. Oui, c'est complètement pourri. Je veux dire, quitte à prendre l'excuse du milliardaire, autant prendre un excentrique fasciné par le surnaturel et qui veut juste en savoir plus. Et voilà! Je suis porté à croire qu'un milliardaire inconscient veut envoyer des jeunes gens innocents dans un truc hanté, mais un mec qui veut s'assurer que l'enfer n'existe pas, et surtout quel rapport avec l'asile psychiatrique? Je veux dire, si c'est hanté, il y a fort à parier que c'est par des esprits, pas par le diable en personne. Et s'ils sont restés dans notre monde, ça veut dire qu'ils sont partis ni en enfer ni au paradis. Si on part sur un concept religieux des esprits, ce qu'on va faire, donc leur présence ici ne prouverait pas l'existence de l'enfer ou du paradis, bien au contraire, ça porterait à croire qu'il n'y a rien et que c'est pour ça que les esprits hantent les lieux. Ils avaient vraiment rien de mieux en tête pour expliquer l'enquête sur l'asile? Sur le chemin de la sortie, ils se félicitent d'avoir un super sujet pour leur 50e épisode. Ils parlent d'appeler un autre enquêteur en guest star, ce dont je ne vois pas vraiment l'utilité. Pourquoi faire venir un autre mec au lieu de le considérer comme part intégrante de l'équipe de base? Et soudain, ouch! Jack a Bobo à la main et révèle une brûlure. En fait, c'est censé préparer un espèce de gros tournement scénaristique, mais tel que c'est présenté, on a l'impression que c'est juste lié à l'explosion électrique dans la cave de la maison. Mais j'y reviendrai.
S'ensuivent une série d'interviews d'experts qui exposent diverses explications très scientifiquement bancales des phénomènes surnaturels grâce au pouvoir du cerveau. Ça ne sert à rien, ça n'a rien à faire là, ça ne s'intègre pas du tout dans un format d'émission et c'est principalement des conneries. Même un simple panneau comme celui-ci n'arrive pas à le faire correctement. Ce texte explique que les deux équipes, celle de PI et celle de ASSC, ont été envoyées en même temps pour enquêter sur l'asile. Et à chaque changement de panneau, on a droit à ça. Ce genre de distorsion se produit uniquement avec des transmissions par ondes radio ou analogiques. Avec une transmission numérique, on aurait des pixels verts dans un coin ou qui recopient d'autres pixels à un autre endroit. On n'aurait pas ce genre de distorsion. Et il n'y a pas à avoir de problème de réception entre deux panneaux de texte, cela trahit une pure mise en scène qui retire tout le côté documentaire found footage que le film devrait essayer de se donner. Aspect documentaire également trahi par ce plan aérien qui n'a en aucun cas pu être tourné par l'une ou l'autre des équipes, et par ce travelling. Le travelling est une chose qu'on ne voit jamais dans ce type d'émission, parce qu'un travelling c'est quelque chose de compliqué et de long à mettre en place, ce qui ne colle pas du tout avec le besoin de réactivité des techniciens pendant le tournage de l'émission. Exceptionnellement, on peut en réaliser pour des establishing shots, des plans qui nous montrent l'endroit où se situe l'émission, mais on n'en ferait pas à ce moment-là où ils sont en train de décharger le matériel. Pendant qu'ils sont en train de sortir les caméras des camions, ils vont pas s'amuser à faire un travelling sur l'équipe qui est en train d'arriver. Et qu'est-ce que c'est que cette image dégueulasse étirée en 16/9? Un minimum d'effort, s'il vous plaît. En parlant d'effort, j'aime comme Richie s'arrête et se retourne avant même qu'elle lui adresse la parole. Richie, they're here. La SSC est l'émission de Dylan, le concurrent direct de Jack et Damon, qui moque constamment sa foi en Dieu et sa croyance en ces phénomènes sur lesquels ils enquêtent. L'équipe de Dylan ne fait en effet pas que enquêter sur le paranormal, ils essayent même de le traiter en réalisant des exorcismes amateurs. Si on adapte ça au fonctionnement de la police, les enquêteurs enquêtent. Ils viennent pas foutre le bordel sur la scène de crime et se nommer eux-mêmes jurés et appliquer eux-mêmes la sentence. Un exorcisme, c'est un acte extrêmement particulier que le Vatican régule énormément. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir regardé une émission de ce genre-là, il suffit d'avoir vu l'Exorciste. Plutôt que d'expliquer directement qu'ils sont sous les ordres du même employeur, ils préfèrent accomplir la volonté du Seigneur en titillant l'équipe de PI et en exacerbant leurs divergences. Parce que la parole du Seigneur c'est cool, mais la paix et l'harmonie, quelle connerie. You know, it's called a reality show for a reason. You have to be realistic. Non! Et de toute façon, même si c'était le cas, vous avez tous les deux le même sujet. La seule différence, c'est que lui, il croit et toi, tu crois pas, mais du moment que vous filmez ce qui vous arrive, c'est un reality show. Il commence à s'engueuler au sujet du matériel lorsque le technicien manifestement gay de PI s'engueule avec le technicien probablement gay de la SSC, il veut faire passer un message sur les techniciens, parce que selon lui, le matériel de la SSC serait pourri. Les deux équipes se mettent donc d'accord pour que seul PI utilise son matériel et le prête à la SSC, en échange de quoi, ils retirent tout ce qu'ils ont déjà installé. Mais ils sont vraiment complètement cons! Si au lieu de retirer le matériel, ils mettaient tout en commun, ils auraient beaucoup plus d'angles de prise de vue et beaucoup plus de matériel pour couvrir tous les environnements. Et sachant qu'il y a 3 bâtiments à couvrir, à mon avis, ils auraient bien besoin de mettre leur matériel en commun. Ça n'a aucun sens! Is that a woman up there? Ce n'est pas d'analogique, ça ne devrait pas faire ça et le mec signale la fenêtre 5 bonnes secondes avant que la femme y apparaisse. Kieran, le nouveau membre de l'équipe, arrive. Il est écossais, je ne sais pas pourquoi, et fait donc logiquement une blague pourrie. Et s'ensuivent des interviews de l'équipe qui expliquent pourquoi le lieu est hanté. Et cette séquence, qui revient plusieurs fois dans le film, me perturbe quand même pas mal. Je veux dire, regardez cette salle d'opération. Elle a vraiment l'air d'être abandonnée depuis plusieurs dizaines d'années. Elle est en parfait état, et je suis pas un expert en matériel médical, mais ce matériel m'a quand même l'air bien moderne, et toutes les ampoules fonctionnent encore. Bref, beau travail de la part du chef décorateur. Et mesdames et messieurs, notre premier événement paranormal! Did you grab that tape? Parce que les esprits n'ont rien de mieux à foutre que de faire bouger des rouleaux de scotch. C'est vrai! Ah! Dans Paranormal Activity, ils font aussi bouger des portes et des poils. Oui, mais il y a une raison à cela. Les esprits doivent s'installer dans un endroit avant de pouvoir vraiment le hanter. C'est pour ça que dans Paranormal Activity, ça commence toujours avec des ombres et des portes qui s'entrebâillent. Là, les esprits ils sont là depuis plus de 100 ans, donc à mon avis, ils ont bien eu le temps de s'installer et d'imprégner les lieux. Donc normalement, ils ont autre chose à foutre que bouger des rouleaux de scotch. J'approuve donc cette remarque. Il va falloir que je trouve un moyen d'empêcher de venir, parce qu'au bout d'un moment, je vais plus savoir quoi lui répondre, moi. Ah bon, parce que maintenant vous êtes en vert. Et en plein jour. Les esprits vont maintenant profiter que l'équipe active des caméras déjà activées avant qu'on appuie sur le bouton record, et en parfait état de marche pour commencer leur tour. Un rire dans les escaliers, une porte qui claque, et des abeilles.
Mec, si t'as peur des abeilles, reste pas 10 secondes à filmer un essaim en gros plan. C'est l'occasion d'aborder quelque chose. L'émission est censée n'avoir jamais été diffusée par la chaîne qui l'a commandée. Donc, qui a réalisé ce montage? Qui a foutu ces putains de musique d'ambiance? Et qui fout ces plans d'illustration sur l'asile? On nous présente ici Lisette, la médium de l'équipe de la SSC et accessoirement la petite amie de Dylan. Après quoi on nous répète que l'endroit est dangereux parce que des gens y sont morts dans des circonstances bizarres, tout le monde se prépare, et les fantômes aussi. Oh Seigneur. Oh, je le sens mal. Nos deux équipes commencent donc leur investigation. Leurs appareils ont des trucs bizarres et des ombres pourries passent derrière eux. Dans la pièce où les abeilles sont apparues, qu'on apprend aussi être la pièce où la femme à la fenêtre était à la fenêtre, on découvre un événement étrange. Oh mon Dieu, l'asile est hanté par l'esprit d'Adrian Monk. D'où Jésus, une ombre est passée devant cette énorme tache de lumière au fond du couloir et c'est la deuxième fois, je ne m'y attendais pas du tout. Kieran et Andy lancent une séance d'EVP pour essayer de contacter le fantôme de la fermière à la fenêtre. Je trouve assez étrange que l'équipe qui ne croit pas au fantôme soit celle qui a le matériel pour un EVP. Pour ceux qui ne connaissent pas, un EVP est un simple dictaphone qui permet de capter la voix des morts. Dylan et Lisette commencent à s'engueuler sur le toit. Lisette est particulièrement terrifiée par les esprits et divers démons qui s'amusent à la tripoter et à s'insérer dans sa tête, mais Dylan, ravi de pouvoir prouver à Jack qu'il a tort, la pousse à continuer bien qu'elle se sente trop faible. There's no such thing as an inhuman. We've proved it before and I'll prove it again with or without you, alright? À côté de cela, Jack et Damon s'amusent à prendre des photos à large spectre et... Tell me that's not little kid. Ils sont pas censés être les sceptiques? There's no such thing as an inhuman. Je veux dire, la photo qu'ils viennent de prendre d'un angle de mur montre plutôt clairement un enfant recroquevillé. D'une, je ne vois pas beaucoup d'explications scientifiques à ça, et de deux, pour des sceptiques, je trouve qu'ils prennent ça relativement bien. Je veux dire, si vous étiez capable de prendre des photos d'un esprit en temps réel devant vous, je pense que vous tireriez une autre gueule. Mais encore mieux, l'objectif qu'il se fixe est de prouver que cet esprit d'enfant n'est pas mort dans l'asile, prouvant donc que si entité spectrale il y a, elles ne peuvent être l'âme de défunt, mais des entités parallèles vivant dans un autre monde. Je veux dire, ok très bien, mais est-ce que leur but c'était pas de prouver que tout ça n'était que interférence magnétique et pot de peinture mal fermée? There's no such thing as an inhuman. Je suis complètement perdu. Oh Seigneur. Je passe sur l'interférence magnétique, mais je rappelle que toutes les caméras sont reliées par câble, et non pas par onde, à la régie. Et que donc, si nous sommes en mesure de voir les images qui sont diffusées en ce moment, c'est qu'elles sont captées par les caméras de l'équipe. Et que donc, elles sont en régie. Et les deux PD de la régie ne sont pas foutus de voir ce putain de fantôme sur leur moniteur? Kieran left me here with everything to pick up. Qui filme ça? Cette caméra bouge! Et vu la direction dans laquelle arrive la main d'Andy, je suis plutôt confiant dans le fait que c'est pas elle. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, Kieran s'est barré parce qu'il avait peur. Ouais, le mec qui enquête sur le paranormal fuit dès qu'un fantôme commence à se manifester. Faudrait peut-être penser à changer de métier. Ah pardon. Ah! Very evil. Ça, c'est du petit ami habitué au paranormal. Temps de réaction, 4 secondes, et il ne fait même pas l'effort de courir après sa copine qui se fait enlever par un démon, il reste comme un gland à la regarder. I'm Jack. This is Damon. Can you tell us your name? Une fois encore, qui filme ça? La caméra bouge. Et pourquoi le fantôme de l'infirmière maquillée comme le Joker fait des électrochocs à Andy? Quand Kieran arrive à la régie, les deux autres lui demandent où est Andy. Il avoue qu'il l'a laissé seul comme un gros bâtard et José dit qu'elle ne le voit sur aucun moniteur. C'est bon de savoir qu'on peut compter sur les membres de son équipe qui préfèrent regarder n'importe quelle caméra que celle où leurs collègues apparaissent. Oh, et ils devraient la voir, puisque comme je l'ai dit, toutes les caméras sont censées être liées à la régie, en dehors des caméras à la main. Oh, et Lisette va mieux. Je suis un fantôme et je n'ai rien de mieux à foutre que de marcher à genoux sur le plafond. Et même pas dans le sens du couloir en plus. Andy. C'est Andy, toujours prête à déconner. How's Andy doing?
How you think she's doing? She's doing. Good. There's nothing else to talk about then. Notre héros, mesdames et messieurs, car oui, notre grand sceptique n'en a rien à foutre qu'un esprit se soit matérialisé pour prendre sa collègue et l'emmener faire des électrochocs dans une salle d'opération. Ah oui, et Andy va super bien. Apparemment, l'infirmière ne lui a pas fait des électrochocs, elle a fait semblant. Vous ne croyez pas aux fantômes, bordel. Et pour une nana qui vient de se faire faussement faire des électrochocs, t'avais quand même l'air pas mal retourné quand on t'a retrouvé. Et si elle voulait vraiment prouver qu'elle était gentille, elle aurait pas pu, je ne sais pas moi, ne pas t'enlever et te faire une fausse séance d'électrochoc dans une salle d'opération? Je veux dire, les infirmières sont censées être intelligentes, avoir fait des études et gérer le relationnel avec les patients. This place may be filled with paranormal phenomenon, but there's no evidence to suggest that the entities are anything more than trapped energy. There's no correlation to any actual people who've lived and or died here. Alors pourquoi ils ont tous forme humaine et des vêtements? Oh, et dans la liste des incohérences, l'enregistrement de l'EVP de Jack et Damon qui a été tourné en Night Vision, il est en couleur maintenant. Mais vous savez quoi? Jack, qui est un sceptique qui veut prouver que les fantômes n'existent pas, qui vient de capturer des fantômes en vidéo, en photo, sur son EVP, et dont la collègue a été enlevée par un esprit et à qui on a fait de faux électrochocs, veut se casser du bâtiment sur le champ! C'est même pas une blague! Le grand sceptique dit à Dylan qu'un poltergeist se fout de leur gueule, que ce n'est pas intéressant, que ce n'est que l'action d'énergie électrique résiduelle et que ça ne servait à rien de rester parce que cette énergie ment. Dylan est persuadé que c'est un démon qui lui a dit son nom à travers Lisette, et Jack le rétorque que le nom que le démon lui a donné est celui du démon de l'exorciste. Alors les réalisateurs de ce film ont vu l'exorciste? Sérieusement, je n'arrive pas à comprendre ce type. D'abord, il veut prouver que rien n'est surnaturel, que tout a une explication logique, c'est ce que nous a montré l'intro chez Walter et Mary. Ensuite, il croit que des énergies résiduelles, et résiduelles de quoi si ce n'est d'humains, peuvent se matérialiser en figures humaines, habillées, torturer des gens et parler, et son but devient de prouver que ce ne sont pas des fantômes, que c'est de l'énergie qui joue à se matérialiser pour rigoler d'eux. Non mais sérieux? Et sur quoi il base tout ça? Sur le fait que selon les registres, aucun enfant n'est mort dans l'hôpital, et que donc l'enfant qui l'a pris en photo et qui lui a dit son nom n'est pas mort ici. Ça n'a aucun sens! Et si le gosse était mort dans les environs et avait été attiré par la concentration d'âme qui est dans le bâtiment? Et je veux dire, à la limite, le gosse, on s'en branle. La plupart des enquêteurs sur le paranormal donneraient leur vie pour avoir toutes les preuves auxquelles t'es en train d'assister, quoi. On est en train de te montrer qu'une entité énergétique pouvait avoir une conscience et interagir avec son environnement et avec nous? Et t'es en train de faire la gueule parce que c'est pas mort dans l'asile? Connard! Dylan et Lisette sont à la recherche de leur démon qui apparemment est équipé de sa propre caméra. Ils appellent l'esprit de l'enfant pour le libérer de l'emprise démoniaque pendant que Andy cherche une preuve de l'existence de cet enfant au sous-sol. Il apparaît et Andy cherche à les prévenir que l'enfant est en vérité l'esprit d'un tueur en série psychotique qui avait accompli des meurtres rituels pour ouvrir la porte des enfers et en faire sortir un démon. Malheureusement, elle arrive un peu trop tard. Elle explique toute l'histoire avant de dire quelque chose que j'ai encore du mal à saisir. She tried to warn me. I didn't figure it out until it was too late. Comment? Qu'est-ce qu'elle a fait pour te prouver qu'un tueur en série avait scellé un pacte avec le diable et allait tous vous tuer? En y repensant, j'ai compris ce qu'Andy considère comme un avertissement. Vous vous souvenez des abeilles? Il y en avait 8 alignées sur le rebord de la fenêtre. Eh bien c'est le nombre de personnes que le tueur a sacrifié pour sceller son pacte. Bah, bien sûr! Quelle conne! Pas avoir compris que 8 abeilles alignées comme ça sur place, c'était le signe que un tueur en série avait signé un pacte avec le diable pour ouvrir la porte des enfers et allait tous vous buter. Poufias. Et tant qu'on parle de conne, pourquoi l'infirmière a essayé de te le faire comprendre à toi? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple d'aller le dire à la putain de médium qui entend ce que disent les morts? Fuck, man! There has to be a rational explanation for this. Dylan explique qu'il doit fermer la porte des enfers qu'il a ouvert en invoquant l'esprit de l'enfant tueur en série, et José nous gratifie d'une remarque bien conne. A portal has to open on a satanic symbol, like an inverted pentagram, right? We haven't seen anything. Depuis quand l'ouverture d'un portail vers les enfers est une science exacte? Surtout venant du camp des sceptiques. Andy explique que le tueur est venu finir ses jours dans cet asile, mais qu'il était d'abord détenu dans un pénitencier et que la porte des enfers doit être là-bas. Je suis pas sûr de comprendre pourquoi, mais disons qu'elle a raison, il reste qu'un quart d'heure de film. J'aime cela dit comme un film qui se vend sur une enquête sur l'endroit le plus hanté des USA, un asile, se finit dans un endroit complètement différent. Ils se mettent donc tous en route et
Attends, il devait pas remplacer l'équipement soi-disant pourri de la SSC pour les caméras super de José? Elle fait du noir et blanc! Ah, et pour une raison que je pige pas trop, il demande à Kieran de condamner tous les accès à l'asile pour empêcher les flics, qui viennent récupérer le corps de Lisette à la demande de Dylan, ne puissent pas entrer. Ne me demandez pas d'expliquer, ce film est débile. Encore des plans qui cassent toute l'ambiance et n'ont pas pu être tournés par eux. Et ils arrivent au pénitencier qui, fort heureusement pour eux, a été converti en musée, sinon ils n'auraient pas pu y entrer, et on leur dit qu'il y a eu un problème technique et que tout le bâtiment est sans dessus-dessous, probablement à cause de l'ouverture de la porte des enfers. Ils foncent je ne sais pas trop où ni pourquoi, quand soudain... Damon est à terre. Comme une merde. Pourquoi lui plus qu'un autre? Pourquoi ici? Aucune idée. Jack retrouve Dylan, il s'engueule pour savoir qui est la plus grosse et qui est choisie par Dieu, et... Wow! Oh mon Dieu! Sa sœur est morte dans un incendie! Ah mais alors la marque sur la main c'était... Oh mon Dieu! J'en ai rien à foutre! Sérieux, ça arrive comme un cheveu sur la soupe à 10 minutes du générique de fin, et c'est totalement ridicule. Dylan lui dit que l'incendie n'était ni sa faute ni celle de Dieu, impliquant donc que Jack a perdu la foi et que c'est pour ça qu'il ne croit pas aux fantômes. Je cherche encore la relation de cause à effet, on n'est pas obligé de croire en Dieu pour croire aux âmes ou aux fantômes. Mais mieux encore, Dylan sort de nulle part que l'incendie était l'œuvre d'un démon! Comme ça? Sans aucune information, aucune photo, aucune enquête. C'est comme si on commençait un jeu de Cluedo et qu'on disait dès le début, paf, Lucifer dans la cave avec les allumettes. Et très franchement, la mort de la sœur est censée expliquer qu'il soit devenu sceptique, mais je suis navré, ça fonctionne pas. On n'a aucune info sur sa sœur depuis le début du film, et je vois pas en quoi la mort d'un proche permettrait à qui que ce soit d'acquérir la certitude que les fantômes n'existent pas. Peut-être même le contraire. Et j'en ai déjà parlé, mais qui filme tout ça? Il y a pas moins de 5 angles différents alors qu'il n'y a qu'un seul caméraman, et avec tous ces angles de prise de vue, on devrait voir l'équipe technique. Ils finissent par être attirés par un cri démoniaque, descendent beaucoup d'escaliers parce que c'est une métaphore de la descente aux enfers. Dylan se fait attaquer par l'esprit du tueur, et voilà enfin la chose la plus ridicule que j'ai eu le plaisir d'observer dans un film d'horreur. Seigneur Dieu. Une porte en feu avec un pentagramme brûlant et un démon avec des cornes et des pattes de bouc. Ce film nous balance tous les trucs les plus éculés du monde sans aucun remords ni cas de conscience. Bravo, la créativité. Dylan donne sa croix à Jack et le somme d'exorciser le démon et refermer la porte. Il reste planté comme un gland, fonce vers le diable et crève comme une grosse merde. Et le film se termine sur le milliardaire, ayant observé tous ces rushs de l'équipe, réalisant que l'enfer existe bien et qu'il va y aller sans passer par la case départ. Générique. Je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un ait foutu 1 340 000 $ dans une merde pareille. Il échoue à tout ce qu'il essaye de faire. Les deux réalisateurs ne sont pas foutus de respecter les codes les plus basiques du film found footage, ce qui résulte en des incohérences flagrantes dans les angles de caméra et la façon dont tout est filmé. Le jeu d'acteur est ridicule, mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir quand les personnages sont aussi inconstants? Et quel est le message? Croyez en Dieu et soyez vertueux? J'ai aucune envie de me faire sermonner par des cathos quand je vais voir un film sur des esprits vengeurs. D'ailleurs, les vertueux sont les seuls à périr dans ce film. Rien ne me dit que Damon est mort. Mais Lisette s'est bien fait briser la nuque, Dylan était griffé jusqu'à ce que mort s'en suive, et Jack, quand il devient croyant, meurt instantanément. J'ai plutôt l'impression que les croyants ont une fin de vie particulièrement douloureuse et merdique. À côté de ça, Andy, Kieran et les deux techniciens PD sont toujours vivants de ce que j'en sais. Ce que j'en retiens, soyez PD, croyez aux esprits sans croire en Dieu et ne faites pas de putain d'exorcisme tout seul. Le principe d'opposer deux missions différentes aurait pu être intéressant si nous avions pu opposer les méthodes de travail des deux équipes à l'œuvre, avec par exemple un montage parallèle des deux émissions au début du film, plutôt que de tout faire du point de vue de Paranormal Inspectors. Au lieu de ça, on nous résume dans les grandes lignes les idées de la SSC sans vraiment montrer leur façon de faire. Oh, et vous voulez un truc marrant que je peux caser nulle part ailleurs? Dr. Dre a participé à la musique de ce film. Oui, je sais pas s'ils ont juste diffusé une de ses musiques, je me souviens pas en avoir entendu une quelque part, mais je serais lui et j'aurais demandé à pas de citer au générique. Ce film est l'une des pires daubes que j'ai jamais vues, et si vous croyez l'inverse... Mais personne ne croit l'inverse! Ta gueule! Si vous croyez l'inverse, dites-vous bien que de toute façon vous avez tort et que j'ai raison. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.